Alors aujourd'hui est une journée très spéciale puisqu'après 2 mois de passé au Laos, on s'en va. Alors on s'en va non pas pour aller au Cambodge, mais figurez-vous qu'on va au Vietnam. Et oui, pour aller au Cambodge, on va être obligé de passer par le Vietnam car c'est par cette frontière-là qu'on aura le moins de difficultés à faire transiter nos motos. Et en plus, on se retrouve au Vietnam pendant le Tet. C'est le nouvel an chinois, enfin c'est pendant le nouvel an chinois et en fait c'est la fête la plus importante pour les Vietnamiens. Et on sera au Vietnam pendant ce moment-là, trop cool. Donc comme d'habitude, on vous emmène avec nous. Vivre nos rêves. En 2015, nous réalisons un tour du monde d'1 an et demi. Ce voyage nous bouleverse en profondeur. Découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique. Mais plus encore, les voir grandir et être à leur côté est un trésor. On ne veut pas passer à côté de tout ça. Alors, nous décidons de changer de vie pour devenir nomades. Hors des sentiers battus, nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde. Cette fois-ci, nous explorons l'Asie en moto. Abonne-toi pour suivre nos aventures et n'oublie pas, vis tes rêves. C'est une partie quand même assez impressionnante parce qu'on croise absolument plus de voitures. On s'engage sur les 70 prochains kilomètres sur une route qui a l'air assez bonne, dans la montagne et avec vraiment aucune circulation. J'espère que tout va bien se passer pour cette petite partie de No Man's Land. On vous en avait parlé dans la vidéo précédente. Dans cet épisode, on va vous parler de quelque chose qui a bouleversé le voyage. Alors en fait, juste avant d'arriver à la frontière pour quitter le Laos, eh bien écoutez, Esteban et moi, on s'est fait percuter par un scooter. Alors ce qui est assez étrange dans cette histoire, c'est que 5 minutes après, à peine, je demandais à Fred de me filmer parce que j'avais vraiment besoin et envie d'échanger et de parler de ça.
alors qu'en fait au final j'ai été pas mal perturbée. Alors vous allez voir, je vais vous le montrer juste après, quand j'ai demandé à Fred de me filmer, hein, j'ai l'air plutôt zen, j'ai l'air plutôt gérée, on dirait pas que j'ai l'air trop sous le choc, et pourtant vraiment beaucoup de choses vont être remises en cause. On regarde et puis je vous reprends après. Bon bah ça y est, j'en suis à mon 3e accident. Wouhou! En fait je vous explique un petit peu, donc si je vous explique, hein, je vous rassure tout de suite, c'est que ça va et que Esteban qui est là, ça va aussi, et c'est ça le plus important. Ça va parce que moi qui est à l'arrière, les sacoches me protègent, et vu que je suis à l'arrière, maman fait un peu l'amortisseur, et moi j'ai le temps de sauter du coup, parce qu'elle essaye d'amortir la moto pour pas tomber, j'ai le temps de sauter, et souvent je me râpe un peu, mais c'est rien. Alors souvent, vu qu'on n'est pas non plus tombé trop de fois, je vous rassure, ça lui arrive pas tous les jours de s'entraîner à faire le ninja. Alors en fait, je vous explique rapidement, on est sur la route pour quitter le Laos et aller au Vietnam. On se fait doubler, on double des gens, jusque là normal, et un homme en scooter s'est mis à côté de moi, donc on est d'accord que s'il est arrivé derrière, il m'a vu. Et là il a décidé de tourner à droite, sauf que moi j'étais là, donc il a décidé de tourner. Donc moi j'ai eu le temps de ralentir, de freiner et de crier et de klaxonner. Lui il m'a foncé dessus. Et regardez, tiens Fred, suis-moi, je vais vous montrer. J'ai atterri là. Alors je vous rassure, la grande flaque là c'est de l'eau, c'est pas de l'essence, c'est qu'on avait une bouteille d'eau et qu'elle s'est littéralement explosée sur le coup. Et alors on roulait à 40, moi j'ai eu le temps de freiner, donc ma chute elle s'est pas faite très rapidement. Et ce qui est hyper étrange, là c'est encore un peu sur le coup, mais j'ai pris 2-3 minutes avant de vous parler, c'est que le monsieur s'est arrêté un petit peu plus loin, a posé son scooter et s'est assis et a commencé à se tenir le genou. J'ai appelé Fred avec nos talkie-walkie, je suis trop contente d'avoir ça. Fred a pu faire demi-tour avec Ruben et est venu, m'a aidé à soulever la moto. On a un rétro cassé et on a des pédales qui sont un petit peu déboîtées, donc pas trop grave aussi au niveau mécanique. Et Fred est allé voir le monsieur parce que le monsieur était allongé et se tenait le genou. Et ma première réaction était un peu de la colère, genre non, nous aussi on a mal, occupe-toi de lui. Et en fait, je me suis réalisé que le monsieur il s'est juste mis sur le côté plus loin, il peut pas être tombé par là. Et je ne crois pas du tout qu'il ait eu mal. Il s'est peut-être un peu pris un choc, je sais pas, j'hésite encore. Mais je crois surtout qu'il a eu très peur d'avoir un accident avec un Européen et que ça se finisse mal. Alors sur le coup j'ai eu beaucoup de colère parce que je trouvais que c'était un peu essayer de feindre quelque chose alors que c'était moi et Esteban. Puis il n'est pas venu nous voir, hein. Il s'est mis sur le côté, il est resté là-bas. Il a attendu un petit peu, il a vu que Fred gérait et il est parti sans rien demander. Fred est allé le voir, mais je veux dire, il n'y a rien demandé de plus. Et je voulais aussi vous montrer quelque chose qui m'a impressionné. Je ne sais pas si vous voyez l'état de ma protection et l'état de mon t-shirt. Autant on dit merci à ces Protec. Alors sincèrement, je ne peux que être ravie de porter ces Protec. Je les maudis tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne les maudis pas parce qu'elles sont noires, parce qu'elles tiennent chaud, qu'il fait hyper chaud dans ces pays. Mais je comprends complètement l'importance des Protec dans ces genres de cas et ça justifie complètement le fait qu'on en porte. Là, ce qui fait que je suis tombée, hein, j'ai eu le temps de ralentir, j'ai eu le temps de le prévenir. Mais comme vous le comprenez bien, j'étais sur du gravier chargé. Il n'y avait pas trop d'autres issues possibles, hein. Donc on n'est pas tombé fort avec Esteban, hein. Mais là je vais pas vous montrer, mais je suis un petit peu amochée au coude et j'ai rien d'autre. On a eu énormément de chance et surtout, je le redis, Esteban n'a rien eu. Donc voilà, les accidents ça peut arriver même quand on fait attention, d'où l'importance de ne pas rouler trop vite, d'où l'importance d'essayer quand même de maîtriser son véhicule. Et dans ce genre de cas, je suis honnête avec vous, ça tourne en boucle dans ma tête. Et si c'était Fred, est-ce que lui il aurait réussi à s'arrêter? Est-ce que le monsieur il aurait pu tourner, pas tourner? J'en sais rien. C'est comme ça, je suis juste super contente que mon fils n'ait rien. Un rétro a changé, ça va, on va s'en remettre. Et puis on va continuer et passer quand même notre passage frontière. Et je suis hyper contente que ça soit pas plus grave pour ma mère. En tout cas, ma mère, j'ai vraiment pas pu voir l'accident parce que j'avais les yeux fermés, j'étais dans la petite bulle, j'ai entendu maman crier, freiner et klaxonner. J'ai juste vu la partie où le monsieur nous a poussé dans les graviers sans le vouloir. Et là, on est tombé d'un seul coup, on n'a rien pu sentir. Et heureusement que j'ai pu sauter. J'ai vraiment peur que maman se brûle avec le pot, mais sinon on n'a rien eu de trop grave. C'est vrai que je ne me suis pas du tout brûlée avec le pot. Non, j'ai juste vraiment un bobo là. Fred le nettoiera tout à l'heure. C'est pas grave, on va aller trouver un mécanicien. On va continuer. Maintenant, voilà, sans être bête, je crois que ça prouve à quel point c'est important d'avoir des pantalons, d'avoir des gants, d'avoir toutes ces protections qui sont pas marrantes au quotidien. Mais je sais pas si ça se voit aussi de votre côté, mais
continue. Quand j'ai regardé ces rushs, moi, j'avais vraiment la sensation que moi, j'avais l'air très posée. On n'aurait pas vraiment cru que je me suis fait percuter. Et puis, je crois que les gens peuvent le comprendre, mais en fait, tu dois passer une frontière, donc on sait que ça va prendre du temps. Le soir, il faut qu'on trouve un logement. Et au niveau des frontières, c'est toujours un no man's land, donc on sait que c'est des grosses journées. Il n'y a pas le choix, il faut reprendre la moto. Donc, j'ai pris sur moi, j'ai fait ma courageuse. Je me suis pas trop plaint. En fait, j'avais mal un petit peu de partout. Mais bon, ce qui se passait en fait était un peu plus en profondeur. Et voilà, donc j'ai pris tant bien que mal la moto. Et même quand j'ai fait ce discours, je trouve que j'avais même l'impression de plutôt bien gérer. Moi, j'étais très surprise à revoir ces rushs. Alors qu'en fait, le soir même, on se posait avec Fred et je lui dressais un bilan parce que j'ai été tétanisée. Tant qu'on était dans les montagnes à proximité de la frontière, ça allait. Et puis finalement, au Vietnam, arrivé avec tout plein de monde, moi j'ai eu une peur qui commençait à monter en moi, qui me paralysait, alors que j'ai appris à conduire la moto au Vietnam. J'ai été habituée à voir ces gens qui déboulent dans tous les sens. Je trouvais même que finalement on peut trouver que c'est un bazar vu de l'extérieur, mais que j'arrivais à me faufiler dans ce ballet plus ou moins orchestré. Donc moi j'étais assez à l'aise pour conduire les motos, et là, plus du tout. Donc j'avais une boule au ventre, je roulais très lentement, ça a été une journée qui a été très dure pour nous tous. Esteban, vous l'avez compris, il va bien, mais juste après, il voulait qu'on roule assez lentement, parce que lui aussi, il a été un peu choqué. Donc bref, avec Fred, on se parle, on se dit que je suis de plus en plus inquiète en moto, et je pense que tous les motards, mais même ceux qui conduisent pas de moto, vous le comprendrez bien en fait. En moto, on est vulnérable parce qu'on dépend des autres. Alors je suis pas une inconsciente, je le savais, mais c'est vrai que j'ai toujours fait attention. Là, avec cet accident, je me suis rendu compte que finalement, un scooter, mais une voiture ou un camion, si malheureusement, lui, il avait envie de me percuter ou qu'il n'avait pas fait attention, je dépendais complètement d'eux. Et ça, c'est vrai que ça vous fait facilement flipper. J'aime pas que la peur gouverne mes choix. Je pense que la peur est quelque chose qu'on doit écouter, mais pas laisser nous gouverner. Là, très sincèrement, j'étais pas mal paralysée par la peur, en vrai. Donc à un moment, vous le saviez, on avait déjà émis des doutes à faire des grands trajets au Laos en moto, qu'on n'avait plus forcément de plaisir, et on avait émis le souhait de dire long trajet, on prend le bus, on charge les motos, et puis on aura du plaisir ailleurs. Là, moi finalement, rien que le fait de prendre la moto, j'étais complètement stressée. En ville, qui est là où vous n'avez plus besoin de bus, j'étais encore plus stressée. Très vite avec Fred, on s'est dit, si Alice, tu dois avoir la gorge nouée à chaque fois qu'on doit partir, c'est plus l'intérêt. Vous allez comprendre la suite, mais à un moment, si on doit charger les motos systématiquement dans un bus pour aller d'un point A ou un point B, je vois plus l'intérêt non plus de dire qu'on continue en moto. En vrai, c'est plus le cas. Et puis voilà, on l'avait déjà évoqué quand on parlait des bus. Pour moi, l'échec, ça serait pas d'arrêter de faire de la moto, ça serait de persévérer dans cette idée initiale, tant bien que mal, alors qu'en fait, là, j'ai plein de messages qui me disent « Arrête-toi, c'est plus un plaisir. On voyage pour être ensemble, pour pouvoir être à la rencontre des autres, à la rencontre de soi, pour ça, il faut être heureux. » Et là, c'est plus le cas. Donc, on a pris la décision avec Fred de vendre les motos. Mais voilà, la partie du voyage en moto s'achèvera bientôt. Ça a été décidé à ce moment-là. C'était important pour nous de partager ça avec vous. Voilà. C'est compliqué, c'est plein d'émotions à la fois, mais nous on est persuadés d'avoir pris la bonne décision et maintenant vous voyez on n'est plus à moto à présent. On ne regrette pas. Pour Fred c'était peut-être un peu plus compliqué parce que lui il était encore heureux en moto, mais il voyait bien qu'on souffrait. Donc voilà, on a pris cette décision pour se respecter tous les quatre, prendre soin de tous les quatre et poursuivre ce voyage dans les meilleures conditions. Et puis voilà, je vous laisse profiter de la suite de la vidéo. Je voulais aussi vous apporter une précision en ce qui concerne le Tet, cette fameuse fête qui a lieu au Vietnam. Alors en fait, on était vraiment tout excités à l'idée d'être au Vietnam pendant ce moment-là. Mais déjà, vous comprenez qu'avec ce qui s'est passé là, on n'était pas forcément d'humeur très festive. On avait beaucoup de remises en question. Et puis, le Tet est une fête familiale. Donc en fait, les Vietnamiens passent beaucoup de temps en famille et ça se passe chez eux. Donc nous, on était finalement dans notre hôtel. On n'a pas pu voir beaucoup de monde. Donc on n'aura pas d'image du Tet à partager avec vous. Je vous rassure, il y a plein d'autres belles images à voir dans cette vidéo. Et puis voilà, je vous laisse profiter. Il y a 3 jours, on a pris nos motos pour passer du Laos au Vietnam. On s'est posé 3 jours à Kon Tum, une ville un petit peu perdue dans les montagnes du Vietnam. Et aujourd'hui, après 3 jours de repos, on repart pour de nouveau passer une frontière. Cette fois-ci, on quitte le Vietnam et on va rentrer au Cambodge, qui est le 3e pays que l'on visite. On vous embarque avec nous encore une fois. On espère que ça va bien se passer du côté des frontières. On a quand même pas mal de routes à faire aujourd'hui. Ça va faire à peu près 200 km. Et notre objectif, c'est d'arriver au Cambodge dans le Ratanakiri. Tu veux dire quelque chose? Ratanakiri ?
Alors c'est une des régions qui est le plus à l'est du Cambodge. C'est une région où il y a beaucoup de jungle, il y a un lac de volcans, il y a pas mal de choses, il y a des treks aussi. Et de là on va partir au mont Dolkiri. On a hâte de partager ça avec vous, on a hâte de découvrir le Cambodge. Franchement j'espère que ça doit être magique. Et puis par contre, comme d'habitude, on appréhende un chouille les passages de frontières, hein. Il y a quand même toujours pas mal de corruption ici. On a déjà compris qu'il y a de fortes chances qu'on ne paye pas le visa du Cambodge au vrai prix du visa, et que ça malheureusement il n'y aura pas grand chose qu'on puisse faire, on va voir. Comme d'habitude, on va aussi voir comment nos petites motos vietnamiennes passent ce genre de frontières, et puis on vous embarque. On vient d'avoir tous les papiers pour la sortie du Vietnam. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait parlé dans une autre vidéo. Quand on a quitté le Vietnam pour aller au Laos, ils nous avaient demandé comme une espèce de taxe à l'exportation de nos véhicules. Et on pressentait que c'était de la magouille parce qu'ils nous avaient donné un papier, il n'y avait pas de tampon, nos noms n'étaient pas bien écrits. Quand on lui a dit, il a dit ouais, c'est pas grave, partez. On s'en était tiré pour 16 € en tout. Là, tout s'est très bien passé. Ils nous ont par contre demandé de vérifier toutes nos affaires dans un scanner, donc on a dû sortir toutes nos affaires. Je suis même pas sûre que le gars ait vraiment regardé au final, mais c'est pas grave. Et il n'y a eu aucune corruption, aucun bakshish demandé. Ils ont mis les tampons de sortie. Et là, on part côté Laos. On va au Cambodge plutôt. On va au Cambodge en fait plutôt. Alors on vient de finir les papiers pour l'arrivée au Cambodge. Ça a pris beaucoup de temps, mais par contre ils sont adorables. Donc on est allé faire la démarche pour les visas, ensuite on est allé récupérer les tampons sur les visas, et de là on est allé faire la douane pour les motos. J'ai pas de retour là-dessus, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait rentrer leur véhicule ici au Cambodge et comment ça se passe. On a dû payer 10 $ par moto pour qu'elles puissent rentrer sur le territoire, et elles ont une autorisation de séjour, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de 30 jours comme nous. Donc là c'est bon, on a nos visas. Une petite astuce, on a quelqu'un qui vit à Siem Reap qui nous a dit que la police de Siem Reap, enfin qu'il était interdit de circuler dans les temples d'Angkor avec un visa touristique en scooter. Donc là on a demandé un visa ordinaire et c'est pas marqué touristique sur notre visa. Donc théoriquement, on va pouvoir utiliser les motos pour pouvoir visiter les temples d'Angkor tout en restant dans le cadre légal. Voilà, donc on va voir si ça marche ou pas comme technique, mais je la partage avec vous. Là, il nous reste à peu près 70 bornes avant d'arriver à Ban Luang, qui est la capitale de la province du Ratanakiri. On est dans la zone est du Cambodge, on est dans une zone qui est assez peu peuplée, et on a hâte de découvrir tout ça. Je vous laisse parce qu'on a encore pas mal de routes, il fait très chaud. Esteban en plus, il est à côté de moi, et il a la combi et il meurt de chaud. Alors on file, bye bye. Un mélange de pâtes ratatouille. Des fois les légumes français nous manquent, c'est vrai qu'on les cuisine pas tous de la même manière, et par exemple ici on a trouvé des aubergines et du poivron, mais on n'a pas encore trouvé des gens qui les cuisinaient. Donc on a pris l'initiative d'aller au marché, c'est super intéressant. On a fait notre petite course et là on est en train de faire nos pâtes. Voilà. Après c'est vrai qu'en plus être végétarien dans ces pays, soyons honnêtes, c'est pas toujours évident. Nous qui adorons aller sur les marchés, très souvent tu vas avoir de l'huile à base d'huîtres, des choses avec du poisson. Et là c'est même au-delà de nos convictions, hein. Fred par exemple il déteste ça, il va pas pouvoir te manger un plat comme ça. Et puis sinon c'est même très compliqué de leur dire qu'on ne veut pas manger de viande. Donc de temps en temps se faire nous-mêmes la nourriture, c'est drôle. Fred adore faire le feu et en plus c'est bon.